Et oui, et elle est déjà installée ici avec nous en plateau. On la retrouve, nous concernant avec beaucoup de joie. Bonjour Madame Kwasi. Bonjour Madame Alice. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'arrime à l'actualité en parlant de notre chronique Code citoyen, attitude citoyenne en période électorale. Déjà, d'ores et déjà, comment vous définirez la période électorale? La période électorale, en fait, elle est constituée de 3 étapes, c'est-à-dire la période de la campagne, la période de l'élection elle-même, et puis la période après les élections, c'est-à-dire la période des résultats. Et pour nous, ce serait bien que chaque citoyen, chaque Ivoirien, puisse adopter une attitude citoyenne pendant ces périodes-là. Parce que malheureusement, élection rime en Côte d'Ivoire avec trouble, avec violence. Et pour nous, il y a 3 acteurs principaux qui doivent véritablement jouer leur rôle dans cette période-là. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire à travers la CEI, les candidats eux-mêmes qui doivent aussi jouer leur rôle, éduquer, sensibiliser eux-mêmes, avoir une attitude de bon ton, et puis l'électeur lui-même qui est le citoyen qui doit savoir qu'est-ce que je dois faire pendant cette période-là. Et ce sont ces 3 attitudes-là qu'on aimerait vous proposer ce matin. Merci déjà pour ces belles propositions. Alors, pour plus de précision, on va peut-être dire à nos téléspectateurs, la période électorale finit le 40e jour, soit au résultat ou avant ou le jour du vote. La période électorale pour nous, c'est après les résultats. Après les résultats. Oui, okay. Parce qu'il y a 3 étapes. Oui, bien sûr. Merci pour ces précisions-là. Que signifie une attitude citoyenne dans cette période? L'attitude citoyenne, en fait, c'est la bonne attitude que je dois adopter pendant cette période-là, en tant que citoyen, c'est-à-dire devant prendre part au processus électoral. En fait, c'est un droit de voter, c'est un droit de participer aux élections. Et donc, en tant que citoyen, en tant qu'individu appartenant à une communauté, c'est de mon devoir de pouvoir de faire ce choix-là, de la personne qui va me représenter à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, c'est cette attitude-là que nous voulons préconiser ici. Alors justement, parlons de cette attitude que nous voulons bonne. Comment se décline-t-elle dans la pratique, partant sur ces différents points des étapes électorales? Très bonne question, Madame Alix. Nous allons passer, d'abord, nous allons partir des candidats, parce qu'en fait, ce sont eux-mêmes qui mènent le jeu électoral. Pour nous, le candidat doit pouvoir véritablement éduquer son équipe de campagne, parce que très souvent, ce sont les équipes de campagne qui souvent mènent des actions qui enveniment la situation. Très bien éduquer son équipe de campagne, disposer d'un programme et mettre ce programme à disposition de son équipe de campagne qui va pouvoir le mettre à disposition des différents électeurs pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils proposent. Parce qu'en fait, et puis dans le discours même de ce candidat-là, avoir le bon ton, du respect vis-à-vis des autres candidats. Parce qu'en fait, c'est ce modèle-là, puisqu'on est modèle en tant que candidat, oui. Et c'est ce modèle-là qui sera répercuté par les autres. Et donc, c'est ce candidat-là même qui doit avoir ce bon ton-là et pouvoir amener les autres à adopter en fait l'attitude citoyenne pendant la période électorale. Parce que très souvent, j'ai assisté avant-hier, il y avait un QG de campagne, on ne mettait que la musique. J'ai dit, mais cela aurait pu servir à avoir à disposition simplement des dépliants d'informations sur mon programme. Oui. Ah, qu'est-ce que je propose? Voilà ce qu'on propose. Parce que voilà, il faut éduquer nos populations à cela. Leur dire, en fait, ce n'est pas le visage, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le groupe ethnique, ce n'est pas l'appartenance, tout ça, mais qu'est-ce que la personne nous propose? Qu'est-ce qu'elle va aller dire là-bas à l'Assemblée nationale? En fait, comment est-ce qu'elle va nous représenter? Comment est-ce que cette personne va nous représenter? Et donc, c'est ce programme de campagne-là qu'on doit mettre à disposition des populations pour pouvoir leur faire comprendre, ah, moi, je propose mieux. Voilà. Et c'est sur ça qu'on doit pouvoir faire le choix. Ça, c'est en tant que candidat. Nous, électeurs, avant la période même électorale, il faudra même disposer au moins de sa carte d'électeur, c'est-à-dire aller s'enregistrer sur la liste. Se faire enregistrer sur la liste électorale, tout ça. Aussi, avant la période, il faut s'informer sur le programme de campagne de chaque candidat. Parce que malheureusement, on se focalise sur notre candidat. Non, il faut s'informer. Il faut s'informer sur les autres candidats. S'informer, accepter en fait de les recevoir, d'entendre en fait ce qu'ils vont dire. Éviter surtout la corruption.
tant au niveau du candidat que même des électeurs. Parce que très souvent, les électeurs sont là, mais qu'est-ce que tu nous donnes? Non, ce qu'il va vous donner, en fait, c'est en tant que représentant, votre représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ne pas véritablement favoriser ce genre de relation-là. Parce que là, si vous êtes acheté aujourd'hui, demain, il ne va pas vous consulter. Lorsqu'il y aura un projet de loi, voilà, puisque déjà, il a déjà payé votre voix, il pourra décider comme il veut, quand il veut, sans tenir compte de votre avis. Et donc, pour nous, il faut véritablement bannir cette notion de corruption-là pendant le processus électoral. Oui. Allez-y, allez-y. Maintenant, pendant les élections elles-mêmes, très souvent, il y a certains électeurs qui portent encore le T-shirt à l'effigie du candidat. Du candidat. Après le 4 mars, en principe, on ne doit plus porter en fait, ce T-shirt-là. Et donc, on ne doit pas le porter quand on va voter. Son bulletin dans l'urne. Voilà, poser son bulletin dans l'urne. Parce que là, la période de campagne, elle est terminée. Et donc, il faut se munir en fait de ces pièces, aller voter, et puis ne pas empêcher les autres de le faire. Parce que malheureusement, il y a d'autres, comme celui du fait qu'ils se voient menacés, oui. Ils s'organisent... des intimidations. Et ils font des intimidations à l'encontre des autres candidats, des autres électeurs, pour ne pas que en fait, ces personnes-là aient accès même au bureau de vote. Pour nous, cela a proscrit. Je pense que chacun de nous a le droit de voter et on est libre de le faire. Bien sûr, on ne va pas sauter ce chapitre, on va rester sur ce chapitre-là pour que les gens puissent comprendre toutes ces attitudes et tous ces comportements qui ne seraient pas citoyens. Parler des attitudes... D'autres exemples. D'autres exemples, en fait, d'attitudes qui ne sont pas citoyennes. Très souvent, on déchire l'affiche de l'autre candidat. Oh, mais celui-là, je peux, celui-là, il m'énerve. Hein? Et puis, oui. Voilà. Les actes de vandalisme. Soit on met qu'on appelle ça la peinture, de la peinture sur le visage, ou bien on déchire. On va même jusqu'à brûler pour certains. On tient des propos injurieux. Et je dis non. Par exemple, la dernière fois, M. Conan préconisait qu'on puisse utiliser, par exemple, les réseaux sociaux pour pouvoir informer les électeurs, sensibiliser les électeurs, amener en tout cas à partager en fait son programme-là. Je pense qu'il n'est pas encore tard pour chaque candidat de le faire, de pouvoir passer sur les réseaux sociaux avec le très bon ton, parler en fait de son programme, mais aussi les électeurs de pouvoir mon candidat il est bon, voilà, on peut faire, voilà. C'est aussi un bon moyen de pouvoir sensibiliser, informer les autres et puis amener plus d'électeurs dans son équipe. Alors toujours dans le cadre de, on va dire, l'incitation, la sensibilisation aux bonnes pratiques en période électorale, parlons des candidats et des électeurs. Normalement, ce qui se voit généralement, c'est des monologues finalement. C'est des candidats qui viennent parler à des électeurs. Est-ce que ça biaise pas un peu le fait que l'électeur n'a pas forcément la bonne information, puisqu'il ne peut pas finalement poser de questions? C'est ça, puisqu'il n'a même pas le programme d'action du candidat. Donc, il ne sait pas. Mais je pense que... Tout tourne autour de la personne. Voilà, c'est la personne même, en fait, malheureusement, en Côte d'Ivoire, ici, c'est la personne qui est pratiquement en griffe déifiée, qu'on présente. Elle a des postures aussi, des images, des affiches, tout ça. La dernière fois, j'en parlais même à mon époux, j'ai dit, mais depuis lors, les candidats ne sont pas encore venus vers nous. Pour nous, en fait, pour nous proposer leur programme. Il dit, non, mais tu le vois déjà sur les affiches. Je dis, non, mais les affiches, c'est juste... C'est juste des shootings, quoi. Voilà, c'est des shootings, on montre leur bon profil et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est cette question-là que chaque électeur doit se poser. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il va aller dire demain? Il ne faudrait pas qu'en fait, on vienne là... Nous sommes quand même des personnes instruites. Nous sommes allés à l'école. Donc, en fait, il faut que l'Ivoirien, maintenant, fasse comprendre aux différents candidats qu'il a quelque chose. En fait, il faut qu'on vienne lui dire ce qu'il propose. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit juste de la musique. Voilà. Surtout en termes de nuisances sonores. C'est véritablement, c'est-à-dire, c'est l'outil utilisé très souvent par nos candidats. Beaucoup de musique, de la musique. Et puis bon. Pour attirer des foules. Pour attirer des foules. Mais qu'est-ce que vous leur dites, en fait? On voit des artistes qui se produisent. Bon, au moins, si on utilise ces artistes-là pour passer son programme, d'accord, son programme d'action, d'accord. Mais si c'est juste, en fait, pour venir prester et puis partir, je pense que cela n'a pas de sens. Il faut véritablement emmener les Ivoiriens à comprendre, on va faire quoi? Voilà ce qu'on propose. Je pense qu'on va
aider à voter des lois pour pouvoir installer, par exemple, de l'électricité partout. Voilà, ça c'est quelque chose que je dis comme ça. Mais je pense que ce programme-là doit véritablement être l'outil même principal de la campagne électorale. Et donc, chaque candidat, en tout cas, s'y mette, s'ils n'ont pas encore commencé, qu'ils s'y mettent, parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui doit devenir véritablement exigeant. Exigeant, qu'est-ce qu'on nous apporte? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on puisse se plaindre. Parce que malheureusement, on se plaint. Non, ils ont voté des lois. En fait, ces lois-là ne nous concernaient pas, mais ils ont voté quand même. Mais si, dès le départ, vous n'avez pas été exigeant avec le candidat, que vous avez accepté des pots de vin, bon, il va, à la fin, lui, voilà, il va voter ce qu'il veut voter. Mais quand il sait que derrière, il y a une population qui l'a mandaté pour lui dire « Ah, tu nous représentes, et donc tu te dois de pouvoir exprimer en fait nos ressentiments, nos problèmes, aller parler de nous », je pense que cette personne-là est à même de véritablement d'être digne d'être à l'Assemblée nationale et pouvoir proposer de bons projets de loi pour la population. C'est bien ce que vous dites, parce que bon, chaque année, on a pratiquement le même scénario. Hein. Bon, pas chaque année, chaque période électorale, on a pratiquement le même scénario. Ce sera aussi judicieux pour l'Ivoirien lambda, pour le citoyen, d'aller aussi vers ces élus-là pour voir un peu ce qu'on leur propose. C'est ça. Donc, en fait, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut que chaque Ivoirien puisse s'imprégner du programme d'action de l'autre. Parce qu'il ne faut pas rester fermé. Parce que, bon, non, je suis du parti Y, donc je reste, qu'on appelle ça, non, mon candidat, c'est le meilleur, mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit même? En fait, souvent, il faut avoir, en fait, qu'on appelle ça, l'ouverture d'esprit, aller vers l'autre, s'instruire, se cultiver. En fait, c'est aussi c'est super preuve de culture. Aller s'informer auprès des autres. On dirait que lui, là, il propose mieux. Ah, chef, est-ce que tu ne peux pas changer un peu? Tu ne peux pas revoir sa stratégie? Je pense que cela va améliorer même les conditions même de vie de l'Ivoirien. Parce qu'en fait, si véritablement nous sommes formés en matière de démocratie, parce qu'en fait, il faut avoir la culture démocratique. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça va emmener chaque candidat à pouvoir véritablement prendre le temps de nous proposer de bons programmes d'action. Parce qu'en fait, malheureusement, le triste constat, on ne met même pas l'accent là-dessus. Hier, par exemple, je tenais à féliciter la RTI qui véritablement montre les différentes campagnes. Voilà, il y a un déploiement de couverture total pour tous les candidats. Pour tous les candidats, on tenait véritablement à féliciter la RTI pour cela. Je voyais un candidat qui, en fait, quand on demandait son programme d'action, il a pris un feuillet et puis il commençait à lire. Il dit voilà. Ça devrait couler de source. En principe, ça devait couler de source. C'est ce qui est intrinsèque à vous, que vous voulez proposer à vos populations. Mais si vous devez prendre le bout de feuillet et puis commencer à lire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis l'accent sur ce contenu-là, ce programme-là. Ça n'a pas été travaillé. Il a juste, en fait, recopié quelque chose et puis bon, il balance. Justement, parlons de ce que nous sommes en train de faire ici, sur les différents profils. Vous avez évoqué tantôt l'instruction pour certains électeurs. Malheureusement, notre pays ne bénéficie pas forcément d'une place élogieuse en matière d'instruction, de couverture. On a un taux d'analphabétisme qui est encore élevé, relativement élevé. Donc pour les populations qui forcément ne comprennent pas le message du candidat, comment elles font pour vraiment opérer un choix judicieux? D'accord. Pour moi, en fait, ce sont des élections législatives. Donc, en fait, ces personnes-là sont natives elles sont dans une région, dans une localité. Et même quand elles ne peuvent pas parler véritablement le patois, on prend un traducteur. On prend un traducteur, on se fait accompagner d'un traducteur pour dire « Ah, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il va faire ». Et même, ce serait judicieux même de prendre en fait ces traducteurs-là, surtout pour nos populations en milieu rural, parce que ces populations-là sont très nombreuses. Et malheureusement, ce sont ces populations-là qui sont grugées. Parce que, bon, on dit « Ah, il a dit, non, je dis, voilà ce que je propose ». Et donc, et même cela rapproche même le candidat de ces différents électeurs-là. Lui, au moins, il prend le temps de nous écouter, il prend le temps de traduire ce qu'il veut, voilà, de nous traduire, de nous faire comprendre véritablement ce qu'il veut. Je pense que
il peut y avoir de bonnes surprises. Très souvent, ceux qu'on se dit qui ne sont pas en fait des candidats majeurs, mais en fait, en utilisant, faisant usage en fait de ce que vous avez préconisé tout à l'heure, d'aller en fait de faire ce B2B là avec les populations en zone rurale, cela va favoriser en tout cas un changement même de choix. Ah, lui, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Lui, se sentant proche et rassuré, voilà, du au coup, moins, il vient vers nous, il entend il parle notre patois, il nous aide, voilà, il nous fait comprendre véritablement ce qu'il veut. Et nous aussi, on est certain. C'est un critère de sélection, c'est pas un critère de discrimination du tout. C'est pas forcément qu'on parle la langue de chez soi. On peut prendre quelqu'un, on peut prendre quelqu'un pour nous accompagner, pour qu'on puisse toucher toute la population. Parce que cette élection concerne toute la population ivoirienne. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se limiter aux jeunes, aux enfants ou bien aux leaders. Il faut en fait aller vers les populations, aller parler aux populations pour que ces populations prennent le temps. Ah, aujourd'hui, je vais aller voter. Elles décident en fait d'aller voter. Parce que très souvent, les populations ne vont pas voter parce qu'elles se disent... Bon, elles ne se sentent pas concernées. Elles ne se sentent pas concernées. Et bon, moi, je pourrais dire, on ne m'a pas approché, je ne sais même pas qui fait quoi. Qui est-ce que se présente? Moi, dans ma commune, pour le moment, ils n'ont pas encore fait ce porte-à-porte-là. Oui. C'est plus des grands rassemblements. Et puis, comme je le disais tout à l'heure... De l'animation. Voilà, de l'animation, ces grands panneaux. Non, il faut aller vers les personnes. Ah, voilà, je pense qu'il y a telle loi, il y a telle loi. En fait, si vous me portez à la tête, je vais contribuer en tout cas à améliorer ces conditions. Voilà, je pense que c'est important. C'est une proximité, c'est un B2B qu'il faut garder même après les élections. Hein. Oui, c'est ça sûr. Aussi être citoyen. Avant les élections même d'abord, puisque en fait, la période, la candidature, elle se prépare bien avant. Bien sûr, oui. Bien avant, au minimum au moins 5 ans bien avant. C'est-à-dire on ne prend pas sur le coup de choses. Donc, c'est-à-dire mener des actions internes, quotidiennes, régulières auprès des populations. Vous préconisez une action conservatrice? C'est dire rester avec les personnes qu'on connaît, qui sont vraiment, on va dire, familières à notre environnement ou de nouvelles personnes. Bon, il faut aussi de nouvelles personnes. Il faut susciter, voilà. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut se faire connaître même déjà dans la localité dans laquelle on voudrait être élu. Et donc, mener des actions à passer, même sans moyens. Parce que très souvent, malheureusement, les gens se disent les élections, c'est beaucoup d'argent. Mais je me dis aussi, en fait, c'est surtout le stratégique. Oui. Il faut véritablement être stratégique et puis pouvoir poser des actions quand il faut, comme il le faut. Aussi, quand vous parlez, la question que vous avez posée tout à l'heure. Oui, il dit qu'il faut rester avec la population même après les élections. Voilà, après les élections, ça, c'est la norme même. C'est la norme. Parce qu'il y en a qui disparaissent après et puis oui, on ne sait plus. Voilà. C'est pour ça que je dis... Les populations ne les voient qu'à la télé. Je disais aux populations d'éviter la corruption. En fait, parce que très souvent, on va vous donner un billet de 1 000 francs ou bien 2 000 francs, venez voter. Après, cette personne-là, elle peut disparaître. Elle n'a plus de compte à vous rendre. Donc, il faut pouvoir pérenniser en fait, ces genres de relations pour que, quand il y a une décision, il y a un texte de loi qui est proposé à l'Assemblée nationale, on retourne en fait vers ces populations pour dire « Ah, voilà ce qu'on nous propose, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Pour que, en fait, ce député-là puisse véritablement venir à l'Assemblée nationale et porter la voix du peuple. Porter, en fait, le besoin du peuple à l'Assemblée nationale. Après consultation. Après consultation. Voilà, pour que, en fait, c'est la pérennité en fait, des relations avec les électeurs, entre candidats et électeurs. Finalement, il faudrait que même l'électeur puisse prendre conscience du pouvoir que lui-même détient, parce que tout le monde ne peut pas s'installer à l'hémicycle, donc on choisit un représentant. Un représentant. Et dans ce choix-là, il y a un suivi à faire en amont et puis en aval. Et donc après, il faut aussi exiger aux candidats de faire des feedbacks réguliers et non pas rester dans sa chapelle politique pour recevoir les informations. Très bien. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a eu véritablement ce B2B avec les populations, quand on a véritablement fait le choix qu'on voulait faire, c'est-à-dire on a décidé, en fait, on a convaincu les populations en tant que candidats. Et nous-mêmes, en tant qu'électeurs, on a fait le choix qu'on voulait véritablement faire. En fait, ce retour-là se fait de manière prompte.
spontanée. Parce que la personne sait, en fait, d'où elle est partie, sur qui elle a compté pour être là. Et comment est-ce qu'elle a pu obtenir, en fait, ces voix-là pour être là? Parce que là, elle n'a pas utilisé, en fait, des moyens subtils, en fait, pour pouvoir accéder, en fait, à ce trône, en griffe. en griffe. Et donc, ce retour-là se fait de manière spontanée. Donc, c'est aussi un appel, en fait, aux différents candidats. Parce que très souvent, quand on finit de faire ce tapage avec tous les bruits, en fait, tout autour, on oublie complètement nos électeurs. Pour nous, on est élus, on a encore 5 ans pour régner comme on veut. Bon, non, c'est pas un problème. Ceux-là, à la veille des élections, on va mettre tout le dispositif. On va sortir le grand jeu, on va mettre à disposition du matériel, on va mettre des sacs de riz. Des t-shirts. Voilà, surtout des t-shirts, malheureusement. Oui. En zone rurale, on aime beaucoup les t-shirts. On va produire beaucoup de t-shirts à notre effigie. Quand ils vont porter avec des casquettes en plus, vous verrez qu'ils sont partants. Il y a un renouvellement de la garde-robe qui... Voilà, malheureusement. Je pense que nous, en tant que secrétariat d'État chargé du service civique, c'est le travail que nous faisons chaque fois quand nous partons dans ces zones-là, dans les zones rurales. Lorsque nous faisons des formations, nous parlons de la culture démocratique. Pourquoi est-ce que c'est important de voter? Le pouvoir même que nous, en tant qu'électeurs, nous détenons. En fait, c'est nous, en fait, qui positionnons, en fait, ces personnes-là, qui leur donnons ce pouvoir. Nous donnons une partie de nos pouvoirs, en fait, à ces députés. Et donc, nous sensibilisons en fait la population à pouvoir véritablement comprendre que le processus électoral, ce n'est pas le bling-bling autour, mais qu'est-ce que lui, là, il nous apporte de manière concrète? Cette personne, cette femme, cet homme, qu'est-ce qu'il nous apporte de manière concrète? Voilà. Et donc, c'est cette éducation-là nous faisons très régulièrement lorsque nous menons nos actions de sensibilisation et de formation. Alors, autant les électeurs sont exigeants vis-à-vis des candidats, ils devraient aussi s'appliquer cette même exigence-là dans le prolongement, bien sûr, de la collaboration. Est-ce qu'il est de bonne loi que voilà, les populations sollicitent tout le temps le candidat pour des actions sociales, pour du folklore? Pourtant, il est juste investi d'une mission de représentativité. C'est malheureusement l'attitude en fait, que nous déplorons par rapport aux différents électeurs. Parce que c'est en fait cette culture démocratique-là qui n'est pas encore véritablement appropriée par nos populations. Il faut leur faire comprendre que l'élu local n'est pas en fait... Le parrain de tout. Le parrain, ce n'est pas la Caritas. Non, ce n'est pas la Caritas, ce n'est pas Madame le ministre de la Solidarité. Non. En fait, cette personne-là, elle est là pour quelque chose de bien précis. Aller en fait porter notre voix à l'Assemblée nationale. C'est un bon speaker. Voilà. Cette personne-là va venir remonter à Monsieur le Président de la République nos besoins, nos préoccupations. Je pense que ça, mais c'est encore plus grand, parce que là, au moins, ça va déteindre sur tout le monde. Mais malheureusement, le triste constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, pour terminer, c'est que les électeurs, quand il est élu, c'est-à-dire pratiquement, il dort même à la porte de l'élu local. Oui. Une longue file d'attente pour toutes sortes de sollicitations. Il faut qu'on arrête cela. Et si ici, il a eu le malheur de refuser, bon, on l'attend en tournant, quoi. Non. Au carrefour vers le virage. L'éducation de nos populations est véritablement cruciale dans ce sens. Merci beaucoup, Madame Georgette Kwasibon. On rappelle qu'elle est directeur du civisme et de la citoyenneté. Aujourd'hui, attitude citoyenne en période électorale. On espère que vous avez pris bonne note pour savoir comment vous comporter et même jusqu'après le 6 mars prochain.